Écoutez, Elon et moi avons une excellente relation, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Bonjour les amis, tellement heureux d'être de retour sur LCI, d'être de retour à la maison. Vous savez qu'on va se retrouver désormais tous les samedis et tous les dimanches à partir de 15h. Ça va s'appeler Brunet sans filtre. On va parler de politique internationale, de politique intérieure aussi. Et j'y tiens particulièrement, on va parler aussi d'argent public. Donc Brunet sans filtre, le samedi et le dimanche à partir de 15h sur LCI, Canal 15. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 6 juin, il est 5h55 et vous nous regardez désormais sur le canal 15 de la TNT. C'est une journée historique pour LCI et nous sommes très heureux de la vivre avec vous. Toutes les équipes sont prêtes, mes camarades m'attendent. La toute première émission de LCI sur le canal 15, c'est parti. Bienvenue sur le canal 15, nous sommes ravis de vous accueillir sur LCI. Alors nous changeons de canal, mais nous ne changeons pas du tout notre manière de travailler, donc nous allons continuer de décrypter l'actualité évidemment, ses enjeux, donner du sens, vous aider à vous faire votre opinion. Le meilleur de l'info, c'est sur LCI et c'est donc désormais sur le canal 15. D'ailleurs, ce matin, une info à retenir, c'est que le divorce semble consommé entre Donald Trump et Elon Musk. Les deux hommes s'invectivent par médias, par réseaux sociaux interposés avec des conséquences directes visibles, vous le verrez, sur l'économie américaine. Nous serons aux États-Unis au début de votre journal. Bonjour l'équipe du 6-9. Bonjour. Ah voilà un beau bonjour collectif. Soisy Kemener pour la politique. Bonjour Pascal Perry pour l'économie. Bonjour Jean-Baptiste. Claire Delorme, la météo. Nous sommes avec Ségolène Aluni pour la culture. Thomas Misraki, l'international. Et les journaux présentés par Amal Laoui. Vous avez un regard, une forme, une énergie de Canal 15 désormais. Oui, on est penché sur la 15. Allez, dans quelques instants, notre première question du jour. Quel est votre commerçant préféré? Est-ce que c'est le boulanger, le boucher? Est-ce que c'est votre caviste? Vous verrez que c'est le cas dans certaines villes. Votre libraire parfois. Votre libraire, exactement. C'est une grande étude qui dit beaucoup de notre mode de consommation, de la façon dont nous nous comportons avec nos commerçants de proximité. Ce sera donc juste après votre journal de 6h dans quelques instants. Claire, est-ce que nous avons une météo de fête pour cette journée historique? Je vais vous poser une autre question-réponse. Est-ce que vous aimez tous ici le gris et les Français qui nous regardent aussi? Eh oui, vive le gris, évidemment. Le gris, c'est toujours mieux. Allez, c'est parti, on va regarder ça dans le détail. Voici la météo. Claire, allons-y, on regarde le détail de cette journée, donc un peu grise. Oui, un peu, voire beaucoup de gris encore sur les 3/4 du pays. On a un front froid donc, qui va rentrer en matinée. Donc surtout sur l'axe Bordeaux-Strasbourg avec quelques pluies fines. Et puis à l'arrière, déjà une traîne avec des pluies un petit peu plus gourmandes allant de la Bretagne vers les Hauts-de-France. Mais c'est dans l'après-midi où je vais surtout à nouveau attirer votre attention puisque les orages vont se déclencher sur les régions du centre-est. Et donc sous les orages, eh bien, on peut à nouveau avoir de forts cumuls de pluie en très peu de temps, l'équivalent de 2 semaines à 1 mois de pluie, mais aussi de fortes chutes de grêle. D'ailleurs, une vigilance va être mise en place dès l'après-midi. On aura plus de détails dans le prochain bulletin. Pour ce qui est des températures assez douces, au réveil, déjà 19 degrés du côté de Strasbourg, à Lyon ou encore du côté de Clermont-Ferrand. Et dans l'après-midi, on est à peu près conforme au normal de saison, peut-être 1 voire 2 degrés en dessous. Ça se traduit par 17 degrés au niveau de la Manche, mais tout de même 29 degrés en direction de Grenoble. La tendance, la suite, encore assez instable pour la journée de samedi. Mais à partir de dimanche, les conditions vont s'améliorer. Le thermomètre sera peut-être un tout petit peu frais pour la matinée de lundi, mais à partir de mardi, on pourra profiter non seulement du soleil, mais de températures bien plus estivales. Merci d'avoir choisi LCI pour débuter cette journée de vendredi. Votre premier journal à 6h est présenté par Amal Laoui. Au moins 4 morts à Reims dans un incendie. Le feu s'est déclaré cette nuit dans un immeuble du quartier Croix du Sud. Les pompiers sont toujours mobilisés pour tenter d'éteindre les flammes. Les précisions dans un instant avec Marie Belot. La guerre est bel et bien déclarée entre Donald Trump et Elon Musk. L'un l'accuse de folie, l'autre d'ingratitude. Jusqu'où ira ce divorce spectaculaire? Pourquoi cette brouille publique? Éclairage au début de ce journal.
Un an après la dissolution de l'Assemblée nationale, que pensent les Français? Selon un sondage IFOP pour LCI, vous verrez que cette décision du président est toujours incompréhensible pour une grande partie des citoyens. Et puis la fin du rêve pour Loïse Boisson qui s'arrête aux portes de la finale de Roland-Garros. La joueuse française a été éliminée par la numéro 2 mondiale. Inconnue il y a encore quelques semaines, son parcours exceptionnel lui a permis de se faire un nom. Nous commençons votre journal de 6 heures avec ce drame qui s'est donc noué il y a quelques heures à Reims. Au moins 4 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble. Marie Belot du service police-justice, vous êtes avec nous. Le feu est toujours en cours. Que s'est-il passé? Eh bien, le feu s'est déclenché en plein milieu de la nuit alors que plusieurs familles dormaient dans leurs appartements. Il s'agit d'une tour d'habitation de 10 étages au sud-ouest de Reims et le feu se serait déclaré au 4e avant de se propager très rapidement dans les étages supérieurs. Il est encore beaucoup trop tôt pour comprendre ce qui est à l'origine de ce feu, mais le bilan est lourd. Vous l'avez dit, au moins 4 personnes sont décédées, dont un enfant. Un autre enfant est porté disparu et 2 adultes sont grièvement blessés. Pour ce qui est du feu, il est désormais éteint, mais 60 pompiers sont toujours sur les lieux pour tenter de retrouver l'enfant disparu. Viendra ensuite le temps de l'enquête et de la récolte de traces et indices pour tenter de comprendre les circonstances de cet incendie meurtrier. Merci beaucoup Marie Belot. L'actualité à l'étranger maintenant avec la rupture consommée entre Donald Trump et Elon Musk. Les 2 anciens alliés se déchirent publiquement. Le président américain menace de supprimer les contrats du patron de Tesla avec l'État, qui répond que sans lui, le président aurait perdu l'élection de 2024. À l'origine du divorce, les critiques du milliardaire sur la loi budgétaire du président. Tesla a nettement chuté à la bourse de New York. Le titre a dévissé de 14,26% à 284,70 $, laissant s'envoler environ 150 milliards de dollars de capitalisation. Cette chute a fait repasser l'entreprise d'Elon Musk sous le seuil symbolique des 1000 milliards de capitalisation boursière. Revenons en France maintenant avec les suites de l'enquête pour meurtre raciste qui a eu lieu samedi dernier à Puget-sur-Argence dans le Var. Le suspect Christophe B, voisin de la victime, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour assassinat terroriste en raison de la race, de l'ethnie, de la nation, la religion. Cet homme de 53 ans a tiré à plusieurs reprises sur Hichem Miraoui avec son arme à feu. Il reconnaît les faits mais conteste toute motivation raciste. Après et avant son passage à l'acte, il avait publié des vidéos dans lesquelles il appelait à tirer sur les étrangers. La politique maintenant, le Parti socialiste annonce les résultats de l'élection pour la tête du parti. Olivier Faure, candidat à sa réélection, est en tête face au maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, avec une légère avance, 50,9% des suffrages exprimés contre 49,1% pour son concurrent. Quelques 40 000 adhérents étaient appelés aux urnes pour ce 81e congrès. Et cela fait déjà un an que le président de la République a dissous l'Assemblée nationale. C'est l'heure du bilan. Selon un sondage IFOP pour LCI, c'est toujours l'incompréhension pour les Français. Vous verrez qu'ils continuent de s'interroger sur cette décision. Alexis Vallée. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Un an après, 43% des Français ne comprennent toujours pas ce choix d'Emmanuel Macron. Pire, 81% d'entre eux pensent que cette dissolution a fait perdre du temps à la France. On n'est pas sur du rejet. Les Français n'ont pas compris. Pourquoi ? Alors qu'ils s'étaient prononcés très clairement pour des élections européennes, ils avaient été amenés à revenir aux urnes. Sauf nouvelle dissolution, les Français voteront en 2027 pour élire leurs nouveaux députés. Quelles que soient les hypothèses, le Rassemblement national arrive en tête des intentions de vote avec 35% des suffrages. C'est moi la personnalité de Marine Le Pen qui va peut-être être empêchée en 2027. C'est moi Jordan Bardella que cette idée que le RN, pour beaucoup de Français, incarne une forme d'alternative. C'est ce vote d'alternative qui fait que par rapport à toutes les autres forces testées, le RN reste au plus haut et même progresse. Si la gauche est unie, elle atteindrait 21%. En revanche, si elle est désunie, seul le Parti socialiste dépasserait les 10%. La gauche ne capitalise absolument pas sur le rejet à l'égard de la majorité, de l'ex-majorité et d'Emmanuel Macron. Une union NFP serait une union de façade parce qu'on a clairement un peuple de gauche qui est complètement divisé. Le bloc central capitalise 16% des voix, arrivant en deuxième position si la gauche est divisée. Nous reviendrons sur ce sondage dans les coulisses du pouvoir avec Swazik Kemener après 6h15. Les dockers de Marseille-Fos ont à nouveau empêché le chargement de containers à destination d'Israël hier. Ils refusent, je cite, d'être complices de massacres. Mercredi déjà, un premier conteneur contenant des pièces pour fusils mitrailleurs avait été bloqué pour les mêmes raisons.
Au Liban, Israël mène une série de frappes contre un fief du Hezbollah. Ce sont les frappes les plus violentes depuis le cessez-le-feu du mois de novembre. Elles ont visé la banlieue du sud de Beyrouth. L'armée israélienne a déclaré avoir ciblé l'unité aérienne du Hezbollah après un appel à évacuer la zone. C'est aujourd'hui, c'est une journée historique pour LCI qui change de canal et vous nous regardez désormais sur le canal 15 de la TNT. Changement de numéro, mais pas de changement de cap. Notre ambition, donner un sens à l'info, décrypter les grands enjeux et vous permettre de vous faire votre opinion. Camilla Campuzano. À partir du 6 juin, direction le canal 15. Un changement vécu presque comme un lancement de chaîne par les équipes. On a connu le passage en gratuit. C'était déjà un événement extraordinaire. Et là, c'est aussi un nouveau challenge, un nouveau défi. Pour l'occasion, LCI change de look. On a repensé l'intégralité de l'habillage avec, vous le voyez derrière moi, des couleurs très vives, très dynamiques. Et une innovation unique en France. Vous regardez une émission, ça déroule, il y a une thématique qui est déroulée, et puis derrière, on va avoir en continuité un fil d'actualité qui permet justement de traiter des autres informations. La chaîne est prête à séduire de nouveaux téléspectateurs. On va pouvoir montrer la valeur éditoriale de LCI, la valeur des journalistes, des reporters de LCI, la valeur des analystes qui sont sur le plateau et qui donnent du sens à l'actualité. Le changement est automatique la plupart du temps, mais dans certains cas, il faudra faire une mise à jour des chaînes de votre télévision. Après, il ne vous reste plus qu'à taper 15 sur votre télécommande pour retrouver l'info, la vraie. Et à nouveau, bienvenue si vous nous rejoignez sur le canal 15. Bon, ouvrons la page sportive de ce journal. Il y aurait pu avoir 2 excellentes nouvelles ce matin. Malheureusement, ça n'est pas vraiment le cas. On commence avec le foot. Les Bleus se sont inclinés face à l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations à Stuttgart, menée 4-0 en seconde période. L'équipe de France a bien réagi mais n'a pas pu éviter l'élimination. Score final 5-4. Ils tenteront de décrocher la 3e place face à l'Allemagne. Ce sera dimanche. C'est sûr qu'un match qui commence à 4-0, c'est compliqué de revenir. C'est compliqué de remonter la pente. Ce qu'ils ont partiellement réussi, les Bleus hier. C'est la remonta. C'est la remonta, exactement. Il manquait un petit quelque chose à la fin. Voilà, dernier but français, 5-4, ça ne suffira pas. Et alors, malheureusement, c'est la fin de l'aventure pour Loïs Boisson qui nous a tant fait rêver. La marche était finalement trop haute pour Loïs Boisson. La Française a été dominée par une Coco Gauff efficace en 2-7, 6-1, 6-2. Elle s'arrête en demi-finale de Roland-Garros qui restera exceptionnelle pour elle et pour beaucoup de supporters qui l'ont suivi. Alexis Vallée. La fin d'un parcours extraordinaire pour Loïs Boisson aux portes de la finale. Depuis la place de la Concorde, ses supporters ont suivi le match malgré la pluie. Quel que soit le résultat, Loïs Boisson est déjà pour eux une championne. Fier de son parcours malgré la défaite, c'est pas très grave. Ouais, merci Loïs, merci beaucoup. Personne la connaissait, elle sort de nulle part et là, c'est excellent. Star. Ouais, c'est Léon Marchand du tennis. Voilà, Léon Marchand du tennis. Un match très suivi aussi dans son fief de Dijon, là où elle s'est entraînée pendant 4 ans. Et malgré la déception, la fierté est toujours là. On peut déjà être fier du parcours qu'elle a fait, donc c'est déjà une bonne prestation. Ouais. Moi, je suis quand même content, mais j'ai un peu déçu qu'elle ait perdu. C'est un modèle pour les enfants et Loïs a vraiment beaucoup de mérite d'être arrivée jusque-là. Un parcours prometteur pour la joueuse de 22 ans. De quoi nourrir les ambitions d'un futur sacre à Roland-Garros pour Loïs Boisson. Bravo à elle, elle nous a fait rêver. Ouais. Elle nous a fait rêver sur cette quinzaine. Ça m'a rappelé la formule de Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ben elle apprend. Merci beaucoup Amal, on se retrouve à 6h30 pour un nouveau journal. Bientôt 6h10, voici notre première question du jour. J'adore cette question. Quel est votre commerçant préféré? Vous en avez forcément un. Alors il y a une étude qui le détaille, vous allez voir, c'est passionnant. Et pour ça, je voudrais vous montrer une carte de France. Commençons avec Paris. Étude Statista, vous le voyez, American Express. Commençons avec Paris. Alors, à Paris sont les libraires, qui sont les commerçants préférés des Parisiens, et les restaurants. Vous voyez, bon, une forme de logique. Nice, Ségolène. Oui. À Nice, ce sont les boulangers, les cafés, les commerçants préférés des Niçois. À Bordeaux. Bon, les caves de Bordeaux, bah oui. On va vous faire apparaître Bordeaux, et effectivement, ce sont les cafés et
et les cavistes. Je pense qu'il y a une part de chauvinisme aussi dans la réponse. À Aix-en-Provence, les bouchers et les primeurs. Et puis enfin à Lyon. À Lyon, là aussi, sont les restaurateurs et les bouchers. Et finalement, quand on regarde cette carte, Pascal, on a peu ou prou les spécialités de chaque région qui sont représentées à travers ces commerçants. C'est notre identité multiple, c'est l'identité française. Alors en rappelant quand même que le commerce préféré des Français, c'est la boulangerie, et qu'il y a une tradition quand même, un savoir-faire. On fait du pain depuis 6000 ans pratiquement. Puis il y a en France une école d'excellence qui s'est d'ailleurs exportée partout. Mais là, vous le voyez, plus on descend vers le sud, plus on est sensible, par exemple, aux primeurs, aux fruits et aux légumes. Plus on se rapproche du delta de la Garonne, plus on est sensible aux produits bordelais, etc. Et ouais, les librairies, c'est très urbain. Alors, il ne faut pas laisser penser que les Français qui ne vivent pas dans une ville ne lisent pas. C'est pas du tout notre propos, et c'est pas du tout d'ailleurs la conclusion de cette étude. Alors, évidemment, les équipes du 6-9 vous ont posé la question à vous. Quels sont vos commerçants favoris ? La boulangerie, c'est irremplaçable. C'est vraiment meilleur, et puis c'est un contact qui est plus sympa que quand on va dans quelque chose qui est un peu plus type épicerie, où on a moins d'interaction. Je vous dis, un croissant chez un boulanger, c'est meilleur qu'au supermarché. C'est un peu plus cher, mais c'est meilleur. Je trouve que c'est différent, et puis c'est pour les faire travailler aussi. Je trouve souvent que la qualité, elle est meilleure. C'est vrai que la qualité est meilleure. Et alors, vous l'avez éventé, dévoilé, Pascal, en avant-première. Ce sont bien les boulangers qui sont boulangers-pâtissiers qui sont vos commerçants favoris quand on fait la moyenne. 75% des sondés. D'ailleurs, 42%, ils vont au moins tous les 2 jours. Suivent les pharmacies, les restaurants et donc les bouchers. Alors, le nombre de boulangeries, pourtant, a beaucoup baissé dans le pays. Je voudrais vous montrer ce chiffre aussi étonnant. 55 000 boulangeries en France en 1970 et plus que 35 000 en 2025. Oui. Il y a des ratios dans le domaine de la boulangerie. Il y a moins de 300 baguettes par jour. Pratiquement, il n'y a plus de modèle économique. Et la désertification de certains territoires aujourd'hui a conduit à la fermeture de ces commerces. Mais j'observe qu'en ville, les boulangeries se sont renforcées, que les gammes se sont élargies, c'est-à-dire que l'offre s'est beaucoup améliorée. Elle est toujours extrêmement qualitative. Oui, mais le truc, c'est qu'on trouve aussi maintenant beaucoup de viennoiseries qui sont parfois de bonne qualité dans les supermarchés aussi. Donc du coup, ça fait du tort aux petits commerces de proximité. Et idem pour la baguette. Moi, je sais que parfois, il m'arrive d'aller chercher du pain en supermarché. Merci pour votre honnêteté, mais ça arrive à tout le monde, il faut dire la vérité. Oui. Il y a aussi des boulangers dans les supermarchés. Oui, c'est vrai. L'autre problème pour les petits commerces, c'est souvent le e-commerce qui s'est beaucoup développé. Alors c'est le cas en France évidemment, c'est le cas aussi en Europe, même s'il y a des petits commerces qui sont sur Internet. Par exemple, c'est l'Allemagne qui mène le bal sur le vieux continent. 80% d'acheteurs en ligne, avec une proportion d'achat de 18%. Lorsque l'on regarde les produits achetés, chaussures et beauté, l'agroalimentaire est relativement protégé jusqu'à présent. Ça, c'est important. Et quand on regarde les motivations, ça aussi, c'est important pour les petits commerçants, de ceux qui achètent en ligne, de meilleurs prix, moins de stress et un gain de temps. Alors, ceux qui habitent dans les villes, eh bien, évidemment, ils se servent plus d'Internet que les autres. Alors, vous avez entendu tout à l'heure, dans les réactions recueillies, une dame dire c'est bien parce que ça aide aussi les commerçants de proximité. C'est important. Les boulangers, par exemple, souffrent de plus en plus de la multiplication des chaînes. Il y a des enseignes que vous connaissez par cœur. La difficulté, c'est que ces chaînes, comme elles achètent en gros, eh bien, elles peuvent casser les prix. Et ce qui ramène sur des offres, 3 baguettes achetées, une offerte, la baguette à moins de 70 centimes. Écoutez cette boulangère indépendante. Pour le coup, elle vous explique les difficultés que cela représente pour elle. C'était déjà assez nombreux par rapport au nombre d'habitants dans la ville. Et puis après, ça s'est vu au fil du temps sur le chiffre en fait, qui a un peu diminué d'environ 10%. Ils ont forcément des prix plus attractifs sur de la farine. Donc forcément, ils peuvent jouer sur le prix de vente, qui est parfois moins onéreux que chez nous. C'est une évolution, j'allais dire un peu naïvement, Pascal, c'est une forme de mondialisation aussi du commerce de proximité, quoi. C'est vrai, mais les boulangers conservent des atouts. C'est-à-dire un boulanger est capable de faire 2 ou 3 cuissons par jour. C'est-à-dire que vous trouvez dans une bonne boulangerie, c'est ce qui fait la différence d'ailleurs, vous trouvez du pain frais du matin au soir, pratiquement. Alors, les chaînes, elles ne trompent personne. Méfiez-vous quand même de cette idée de chaîne. Parce que j'ai vu apparaître là une enseigne qui s'appelle Feuillette, que je connais particulièrement bien. Elle est née à Limoges. Et puis elle s'est déployée, mais ce sont des boulangers à l'intérieur. C'est pas parce que vous avez une chaîne et puis des filiales qui se développent ou des points de vente qui se développent. Mais ils ne sont pas indépendants.
Mais ils sont peut-être pas indépendants, mais ça reste familial dans certains cas. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné le e-commerce, Thomas. Tout de même, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais les Français plébiscitent de plus en plus les commerces de proximité. Vous allez voir qu'effectivement, le e-commerce progresse, plus de 8%, mais les magasins de proximité en ville le font au détriment des hyper et des super. C'est une étude de Nielsen IQ, avec d'ailleurs des élus locaux, Soisy, qui poussent pour ça. Oui, et il y a une action au niveau gouvernemental, c'était depuis 2018, Action Cœur de Ville, justement pour redensifier en termes de commerce les centres des villes et justement permettre que les commerces s'y réinstallent, que les habitants y reviennent. Et effectivement, ça va de pair, vous avez raison, avec ces désaffections pour les gros supermarchés où les gens vont de moins en moins. Le mot de la fin, parce que j'ai pas fait le sondage en direct. Votre commerçant préféré? Boulanger. Le boulanger. Moi aussi, j'ai un boulanger formidable. Moi, mon primeur, toujours. Thomas. Bonjour Christophe, mon boulanger préféré. Voilà, ça sent le gars qui va chercher une promo en rentrant après le travail. Allez, les 6h16, comme tous les matins, Soisy, Kemener, vous nous emmenez dans les coulisses du pouvoir. Ces informations que nous n'avons pas tout le temps, que vous glanez au fur et à mesure de la journée. Et ce matin, vous arrêtez sur les réactions à notre sondage LCI. 1 an après la dissolution, les Français n'ont toujours pas compris. Oui, voilà. Est-ce que vous vous souvenez? Donc, c'était il y a 1 an, la foudre tombait sur la vie politique française. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Alors depuis, nous avons eu des législatives, une censure, 2 premiers ministres et le débat au Parlement est devenu quasiment impossible. Alors ça fait presque 1 an qu'Emmanuel Macron essaie de justifier sa décision, mais auprès des Français, elle ne passe toujours pas. Regardez, c'est notre sondage IFOP pour LCI de ce matin. 81% des Français pensent que la dissolution a fait perdre du temps à la France. 74% qu'elle empêche le gouvernement d'agir. 32% enfin qu'elle a permis plus de débats à l'Assemblée. Vous voyez, c'est une large minorité. Alors, si on demande aux Français s'ils voudraient une nouvelle dissolution aujourd'hui, ça a bruissé à un moment au printemps. Regardez, ils n'en veulent absolument pas. 59% contre une nouvelle dissolution, donc 41% sont pour. Écoutez ce qu'en dit Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP. Les Français restent toujours très sceptique vis-à-vis de la décision d'Emmanuel Macron. Quand on interroge les Français sur les mots associés à la décision d'Emmanuel Macron, il y a moins de colère que par le passé, ce n'est que 21%. Il y a une part d'indifférence, mais le premier mot qui est associé, c'est le mot incompréhension. Alors, et si vous revotiez aujourd'hui ? Eh bien, hormis pour le Rassemblement national, regardez ce tableau, c'est la Bérésina. Le bloc central, vous le voyez, il n'y est plus qu'à 18%, c'était 20% lors des législatives 2024. La gauche, vous voyez, on a testé la gauche rassemblée, Nouveau Front Populaire, 21%, vous vous souvenez du chiffre? C'était 28% en 2024. Les LR, en revanche, les Républicains reprennent un peu d'élan, 11%, ils étaient seulement à 6,5% en 2024. Et donc, le RN, vous le voyez, écrasant avec 35% des voix, c'était 29% en 2024. Mais finalement, le RN non plus n'a pas intérêt à une nouvelle dissolution. On rappelle que Marine Le Pen est inéligible, au moins jusqu'à son procès en appel. Elle ne pourrait donc pas être candidate. La dissolution, c'était pourtant l'une des rares portes de sortie d'Emmanuel Macron. Je suis obligé de vous poser la question. On va arriver là au moment où le président de la République est en droit constitutionnellement de le refaire. Est-ce qu'il va le refaire? Alors je pense que s'il regarde notre sondage LCI ce matin, il va bien se garder d'ordonner une nouvelle dissolution, parce que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le bloc central. On l'a vu, et le RN est en embuscade, alors avec Jordan Bardella qui se prépare à remplacer Marine Le Pen. D'autant que le président de la République évoque quotidiennement quasiment le contexte international pour prôner la stabilité à l'intérieur de nos frontières. Le contexte, c'est la guerre évidemment en Ukraine, et avec cette guerre qui dure depuis 3 ans, eh bien, la question de la dissuasion nucléaire est redevenue centrale. Nous vous proposons ce soir un document exceptionnel, un film réalisé par Bertrand Coq et Pierre Limpens sur cette dissuasion, son histoire et ses enjeux. Dissuasion nucléaire, le pouvoir de la peur. Regardez bande-annonce. Dissuasion nucléaire, le pouvoir de la peur, film exceptionnel à voir ce soir à 21h sur LCI, réalisé par Bertrand Coq et Pierre Limpens. Reste avec nous dans quelques instants. Nous allons revenir, la météo, Claire Delorme, et puis un point complet sur l'actualité, votre journal, marqué évidemment par le divorce consommé entre ces 2 hommes, Elon Musk et Donald Trump. Ils étaient les meilleurs amis du monde, ils parlaient de tout, se confiaient des choses. Et bien désormais, ils s'invectivent par réseaux sociaux et médias interposés. C'est à la une de votre journal de 6h30 que vous regarderez sur le canal 15 désormais. On est très heureux de vous retrouver ce matin. A tout de suite.
18h, 20h, rejoignez-nous tous les vendredis sur LCI. Les faits, rien que les faits, et leur contexte avec nos indispensables. Allez droit au but avec nos invités, laissez libre cours à nos experts avec nos partis pris. Notre objectif, que vous puissiez vous faire votre opinion. 24h, c'est tous les vendredis de 18h à 20h sur LCI. Merci d'avoir choisi LCI pour débuter votre journée de vendredi. Le journal de 6h30 est présenté par Amalaoui. Dans l'actualité, au moins 4 morts à Reims dans un incendie. Le feu s'est déclaré cette nuit dans un immeuble du quartier Croix du Sud. Les pompiers sont toujours mobilisés pour tenter d'éteindre les flammes. Que s'est-il passé? Vous entendrez le préfet de la Marne au début de ce journal. La guerre est bel et bien déclarée entre Donald Trump et Elon Musk. L'un l'accuse de folie, l'autre d'ingratitude. Jusqu'où ira ce divorce spectaculaire? Éclairage dans un instant. La fin du rêve pour Loïs Boisson qui s'arrête aux portes de la finale de Roland-Garros. La joueuse française a été éliminée par la numéro 2 mondiale. Inconnue il y a encore quelques semaines, son parcours exceptionnel lui a permis de se faire un nom. On retrouvera Suzy Bernard-Ménégus à Dijon, dans le club où elle a échangé ses toutes premières balles. Votre journal de 6h30 commence malheureusement avec un drame qui a eu lieu à Reims. Au moins 4 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble. Le feu s'est déclaré cette nuit. Sur place, les pompiers sont toujours mobilisés pour tenter d'éteindre les flammes. Écoutez les précisions du préfet de la Marne. Il y a 14 personnes qui ont été hospitalisées, 2 personnes en urgence absolue qui présentaient des blessures sur les pieds assez sérieuses et des brûlures, et puis 12 autres personnes qui étaient en urgence relative, qui donc ont été transférées à l'hôpital qui était tout proche du lieu de l'incendie. Par ailleurs, il y a 4 personnes décédées, dont un enfant. À l'étranger maintenant, aux États-Unis, le torchon brûle entre Donald Trump et Elon Musk. Une rupture publique. Donald Trump menace de supprimer les contrats d'Elon Musk avec l'État, qui répond que sans lui, le président aurait perdu l'élection en 2024. Écoutez justement le président américain. Écoutez, Elon et moi avions une très bonne relation. Je ne sais pas si ce sera encore le cas. J'ai été surpris parce que vous étiez là, tout le monde dans cette salle était pratiquement là, car nous avons eu de merveilleux adieux. Il a dit des choses merveilleuses sur moi. On ne peut pas faire plus beau. Il a dit les meilleures choses. Je suis très déçu par Elon, parce que je l'ai beaucoup aidé. Et nous y reviendrons dans la chronique de Thomas Misraki. Juste après votre journal, nous ouvrirons le scan de l'info avec l'actualité internationale. La politique en France maintenant avec les résultats de l'élection pour la tête du PS. Olivier Faure, candidat à sa réélection, remporte le suffrage avec 50,9% des voix contre 49,1% pour le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Des résultats après une nuit agitée et une bataille de chiffres entre les deux candidats. Les suites de l'enquête maintenant après le meurtre raciste qui a eu lieu samedi dernier à Puget-sur-Argens dans le Var. Le suspect Christophe B, voisin de la victime, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour assassinat terroriste en raison de la race, de l'ethnie, la nation ou la religion. Cet homme de 53 ans a tiré à plusieurs reprises sur Hichem Miraoui avec son arme à feu. Il reconnaît les faits mais conteste toute motivation raciste. Avant et après son passage à l'acte, il avait publié des vidéos dans lesquelles il appelait à tirer sur les étrangers. Écoutez bien, je pense que vous allez être choqués par le chiffre lié à la question qui vient maintenant. Comment encadrer le gaspillage dans les transports ? En 2024,